Bonjour. Alors, l'explication linéaire numéro 1 qu'on va faire sur Montaigne, que vous avez normalement commencé à préparer hier, va être un petit peu longue et compliquée, donc c'est pour ça que je ferai peut-être deux vidéos, mais il faut vraiment que j'essaie de vous expliquer au mieux comment analyser l'argumentation de Montaigne. C'est pas totalement évident, mais je suis sûre qu'on va s'en sortir. Tout d'abord, donc on est dans l'explication linéaire de l'exposition de la thèse de Montaigne. On est dans les cannibales, il évoque la découverte des sauvages du Nouveau Monde, l'étonnement des Européens face à des coutumes différentes. Quand il parle de ces sauvages, il parle également de l'homme européen, qui est soi-disant civilisé. Et donc il va détourner les idées préconçues sur ces cannibales tels qu'ils sont désignés, et proposer sa propre vision de la barbarie, qui va être détournée par rapport à la vision de la barbarie des Occidentaux en général. Il va confronter les deux civilisations pour faire relativiser les points de vue et donc nous montrer au lecteur européen qu'il n'a pas forcément qu'il fait peut-être preuve d'ethnocentrisme, c'est-à-dire qu'il considère que son peuple, sa civilisation est forcément la meilleure. Au niveau du mouvement, on va découper en 4 parties, même si la première et la dernière seront assez courtes, mais il est assez essentiel de les distinguer. Tout d'abord, donc, du début à de toute chose, on a l'énoncé de la thèse. La thèse, c'est ce qui est barbare est ce qui est différent. Euh, mais, mais, tout de suite, il va y avoir un mais. Deux, ils sont sauvages et ils sont sans culture. Montaigne va justement redéfinir ce qui est sauvage à travers un exemple qui est celui des fruits. Ensuite, il va énoncer une autre thèse avec l'appui des auteurs antiques dans le troisième mouvement. La nature est plus belle et plus puissante que l'art. Et enfin, il va conclure son argumentation et reprendre sa thèse de départ. Pour diriger cela, on a une piste de lecture qui est pas piquée des hannetons. En quoi ce texte argumentatif est-il une remise en cause humaniste de la référence que constitue la civilisation occidentale? Je ne sais pas pourquoi le point d'interrogation se promène à l'autre bout de la ligne. On y va pour le premier mouvement. Alors, premier mouvement. Donc, ce qui est barbare est ce qui est différent en théorie, mais Montaigne va contredire cette thèse. Or, je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, il semble que nous n'avons d'autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toutes choses. Alors, il va falloir s'entraîner à lire Montaigne aussi pour bien faire entendre que vous comprenez ce que vous lisez. Dans la première phrase, il énonce la thèse. Je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. On commence par or pour articuler avec ce qui précède, ça va marquer un changement d'idée. C'est confirmé par pour revenir à mon propos, vous vous rappelez, on est à Sceaux et à Gambade, donc on est parti se promener dans le témoignage et on va revenir à l'idée de départ, l'idée qu'il veut défendre dans ce chapitre sur les cannibales. Juste avant, il développait le témoignage de l'homme simple et grossier, vous vous rappelez, et il va rappeler ce témoignage avec l'incise à ce qu'on m'en a rapporté entre virgules. Il propose dès le début un verbe d'opinion, je trouve. Euh, Ce verbe d'opinion, c'est un modélisateur, ça va introduire l'opinion, en toute logique, et donc la thèse de Montaigne. La thèse, c'est l'idée qu'il va défendre. L'idée générale, qui est la sienne, qu'il va défendre. On note que cette première phrase est construite en deux étapes. Il va y avoir une thèse qui est formulée à travers une réfutation et un premier argument pour prouver sa thèse. Donc en fait, cette thèse est négative. Il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation. C'est pour ça que c'est une réfutation, c'est-à-dire qu'il va contredire ceux qui disent que cette nation est barbare et sauvage. Il va y avoir des oppositions qui se construisent dans cette phrase. D'abord, on va avoir une partie négative que vous aviez analysée, on en reparle. Il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, suivie d'une affirmation. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Alors il y a une négation dans l'affirmation, mais ça commence par une affirmation. Chacun appelle barbarie ce à quoi il n'est pas habitué.
les deux sont articulés autour de sinon que, donc ce sinon que va marquer l'opposition. La deuxième opposition va se faire entre les deux propositions elles-mêmes sur le sens de l'adjectif barbare. Dans la première proposition, barbare, ça veut dire sauvage. Il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation. Donc c'est l'usage communément accepté. Dans la deuxième proposition, chacun appelle barbare ce qui n'est pas de son usage. Ça veut dire que barbare, c'est ce qui est différent, ce qu'on ne connaît pas. Montaigne, lui, va nous donner un autre point de vue sur qu'est-ce que ça veut dire être sauvage, qu'est-ce que ça veut dire être barbare, et donc contrer en quelque sorte l'argument général qu'on va avoir en Europe à l'époque. Il va à l'encontre des préjugés par la négation « il n'y a rien », donc il n'y a rien de barbare et de sauvage, alors que les Indiens symbolisent bien sûr à ce moment-là le barbare, le sauvage, et donc il va implicitement regretter le fait que les gens confondent ce qui est différent avec ce qui est sauvage. Pour lui, c'est pas la même chose et c'est bien ce qu'il va nous démontrer ensuite. Dans la deuxième phrase, on va avoir donc comme de vrai, il semble que nous n'avons d'autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Donc, si on reformule, la seule chose qui nous semble vraie et rationnelle, c'est ce qu'on voit dans le pays où on est. Donc, il poursuit son argument qu'il avait commencé à évoquer à la fin de sa première phrase, et là il va donc qui était chacun appelle barbare ce qui lui est étranger, et donc il va passer de sa thèse de départ à l'opinion commune chacun appelle barbare, puis à nous. Maintenant il va s'appuyer sur les pratiques communes à tous, et il va les généraliser. Nous n'avons d'autre mire, c'est un présent de vérité générale. Donc nous, c'est tout le monde, chacun, tous les êtres humains du monde n'ont pas d'autre mire. Alors la mire, pensez au mirare, regardez, c'est l'instrument de mesure, en quelque sorte le point de comparaison. Il va utiliser également avec ce nous ou nous sommes donc un pronom de première personne du pluriel, il va impliquer le lecteur dans son argumentation. Où nous sommes, tout de suite, on va avoir envie de dire en France au XVIe siècle. Pour le lecteur, en tout cas, il va se sentir concerné. On note aussi un vocabulaire abstrait, la vérité, la raison, les idées, les opinions, ce qui nous montre qu'il est en train de développer l'argument de manière générale. Il ne donne pas encore d'exemple. Ensuite, la troisième phrase qui va clore notre premier mouvement, puis après je vais passer à une deuxième partie, une deuxième vidéo. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toute chose. Il propose un exemple pour étayer l'argument précédent, mais cet exemple reste très général. Il y a une faute de frappe. Là est toujours, donc on va avoir, je l'enlève, ça m'énerve. Donc là est toujours, on a un adverbe avec toujours et un présent là aussi de vérité générale. On note le déterminant défini le et la parfaite religion, la parfaite police. Donc on ne va pas avoir un exemple finalement concret. C'est pas une religion en particulier, c'est la religion en général. Et on note surtout la répétition de l'adjectif parfaite. Parfaite religion, parfaite police, parfait et accompli usage de toute chose. On note que ce rythme ternaire va souligner la perfection, puisque le rythme ternaire, 3, Sainte Trinité, chiffre parfait, etc. Et donc va souligner l'absence de défaut pour ce qui nous est familier. Montaigne utilise plusieurs hyperboles, donc parfait, c'est en soi un adjectif hyperbolique, toujours, toute chose, et donc ces hyperboles soulignent la remise en cause de nos modes de fonctionnement, et donc critiquent un certain aveuglement. Toutes ces hyperboles, tout ce monde qui est parfait pour nous, montre qu'on s'aveugle un petit peu sur les choses, qui nous entourent en tout cas. Mouvement 2 dans la deuxième vidéo.